Salut tout le monde, c'est génial de vous retrouver pour une toute nouvelle série de vidéos consacrée au développement d'une API avec .NET 7. Ça me fait plaisir de vous embarquer dans cette aventure passionnante où nous allons explorer les rouages de la création d'une API puissante et performante. On va passer en revue toutes les étapes clés, depuis la configuration initiale jusqu'à la mise en place des endpoints, en passant par la gestion des erreurs et de la sécurité. Tout ce dont vous aurez besoin pour construire une API solide sera abordé dans cette série. Que vous soyez un développeur débutant ou chevronné, cette série de vidéos vous offrira des conseils et des astuces pratiques pour améliorer vos compétences en développement d'API. On va travailler ensemble sur des exemples concrets, on abordera des sujets essentiels tels que l'architecture, les bonnes pratiques de conception, la modularité et les tests unitaires. Vous apprendrez également des techniques avancées pour optimiser les performances de votre API et la rendre plus facilement réutilisable. Alors, installez-vous confortablement, préparez votre éditeur de code favori et rejoignez-moi dans cette série de vidéos captivantes sur le développement d'une API avec .NET 7. Restez avec moi, je suis sûr que vous allez adorer. Alors, avant de commencer, je voudrais vous parler d'une formation que j'ai créée sur Udemy et qui vous apprend à réaliser des tests unitaires en C#. Cette formation, elle est complète, pratique et accessible à tous les niveaux. Vous y apprendrez les principes, les outils et les bonnes pratiques des tests unitaires, avec des exemples concrets et des exercices corrigés. Vous pourrez ainsi augmenter la fiabilité, la sécurité et la performance de votre code. Si vous êtes intéressé, vous pouvez profiter d'une réduction spéciale en cliquant sur le lien dans la description. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de me suivre sur mes réseaux sociaux pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Merci pour votre soutien. Et bien voilà, c'est parti. Donc on se retrouve ici sur Visual Studio 2022 et on va pour commencer créer notre projet API. Donc pour ça, sur Visual Studio, on va se rendre ici dans Create a New Project. Et ici, on a ici des templates. Donc ça, ce sont les templates que j'ai récemment utilisés. Mais si vous ne l'avez pas ici, si ce n'est pas proposé à ce niveau-là, vous pouvez simplement rechercher ici API. Et donc ici, vous aurez ASP.NET Core Web API. Et donc c'est bien ce template-ci qu'il faut choisir. Donc une fois sélectionné, on appuie sur Next. Et ici, on va donner un nom à notre projet et un nom à notre solution. Donc notre solution, on va l'appeler ici Azeroth-Heroes. Parce que l'exemple ici que je vais développer avec vous tout au long de cette série, c'est une API qui va gérer des personnages Heroic Fantasy, un peu comme des personnages dans WoW. Et donc c'est pour ça qu'ici la solution, j'ai choisi d'appeler Azeroth-Heroes. Et donc le nom de notre projet, lui, sera Azeroth-Heroes.API. Et ici vous choisissez votre localisation, donc moi pour ma part c'est dans des documents, vidéo YouTube, Project API. Et ensuite on peut appuyer sur Next. Ici on choisit notre framework, donc dans notre cas on reste sur du .NET 7. On ne choisit pas d'authentification, on le gérera plus tard. On ne va pas activer Docker ici, parce que sinon il va nous configurer tout automatiquement. Et je préfère recréer la configuration pour vous montrer comment ça marche. Ici, on a la possibilité de choisir si on veut utiliser les contrôleurs comme avant, c'est-à-dire ne pas utiliser la Minimal API. Donc ça, on verra ensemble ce qu'est exactement la Minimal API, ça on en reparlera plus tard. On nous propose ici d'ajouter un Swagger pour nous, mais ça de la même manière, je ne vais pas l'activer comme ça, on verra ensemble comment ajouter un Swagger à notre API, from scratch. Et donc voilà, ici vous pouvez appuyer sur Create. On arrive ici sur cette page d'Overview, qu'on peut ici enlever. Et donc voici notre solution, comment elle se présente. Donc on a une solution Azeroth-Heroes, on a un projet Azeroth-Heroes.API, et à l'intérieur de ce projet, on va découvrir ensemble ce qui nous a généré par défaut. Donc ici on a toutes nos dépendances, on voit qu'on a une dépendance avec deux frameworks, Microsoft.ASP.NET Core.app, Microsoft.NET Core.app. On peut voir qu'on a un dossier Properties, avec ici un fichier launchsettings.json, et donc dedans, ça définit en fait tous les profils de démarrage de notre projet. C'est-à-dire qu'ici, on a des configurations pour IIS, et donc en l'occurrence IIS Express, qu'on n'aura pas besoin, donc on la supprimera par la suite. Et ici, ça définit tous nos profils. Donc on a un profil HTTP, un profil HTTPS et un profil IIS Express. Et donc on a la possibilité de choisir tous nos profils à partir de cette fenêtre et de pouvoir donc démarrer sur l'un ou l'autre. Ensuite, on a ici deux fichiers appsettings.json et appsettings.development.json. Alors ici, ils sont quasiment vides. On a juste une propriété logging qui définit un log level pour Microsoft ASP.NET Core en warning et le default en information. Et donc ici, on a une petite propriété allowed host qui sert en fait ici de filtrage des hôtes. Et donc ici, comme on met une petite étoile, ça veut simplement dire qu'il n'y a aucun filtrage. Et dans appsetting.development, ici, on vient juste overrider
pour l'environnement de développement, les log level. D'ailleurs ici, ils ont exactement la même valeur, information et warrant. Ensuite, on a la classe programme.cs qui définit ici plusieurs choses. Donc pour commencer, ici on crée un builder, donc ce qui va nous servir en fait de builder notre application. Donc ici, on pourrait ajouter plein de choses à notre builder avant de faire un point build. Ici, en l'occurrence, on n'a pas grand-chose. Donc ici, vous voyez que ça a ajouté automatiquement add service to the container. Donc par exemple, si on veut configurer nos containers pour l'injection de dépendance, et bien du coup, on le fera par exemple ici. Et ensuite, on fait un build quand tout est bien configuré. Ici, on a juste un petit paramètre use HTTPS redirection. Donc là, ça veut dire que si on se rend sur HTTP, par exemple, eh bien, ça va nous rediriger vers HTTPS. Comme vous le voyez ici, adds middleware for redirecting HTTP request to HTTPS. Et donc ici, ça définit simplement un endpoint pour avoir la météo. Et donc on a un petit tableau ici pour pouvoir faire un random, pour aller piocher aléatoirement des prédictions météo. Et donc ce petit mot-clé, app.mapget, ça va définir un endpoint. Et donc du coup, si on se rend sur weather forecast, on arrivera dans cette fonction qui nous retournera bien un tableau de prédiction météo. Et ensuite, on fait un app.run qui va donc lancer notre application. Donc une fois qu'on a vu tout ça, on va lancer l'API et voir ce qui se passe. Donc ici on arrive sur localhost, donc sur HTTPS localhost, sur le port 7144 et sur le endpoint weather forecast. Et donc on peut voir qu'ici on a bien un tableau de prédiction météo. Et donc si on refresh, on a à chaque fois des nouvelles valeurs. Voilà, donc on peut couper et on va commencer la configuration de l'application. Donc pour commencer, on va se rendre ici dans le launchsettings.json et on va supprimer ce qui est inutile pour nous. C'est-à-dire que nous, on n'a pas besoin d'IS-Setting, on n'utilisera pas d'IS-Express. Ensuite, au niveau des profils, on n'aura pas besoin non plus de IS-Express, donc on va le supprimer également. Donc ici, on aura simplement deux profils, HTTP et HTTPS. Maintenant, du coup, si on navigue ici, on n'aura plus que HTTP et HTTPS. Ensuite, ici, pour la suite du projet, on va containeriser notre application. C'est-à-dire qu'on va ajouter notre application dans un container Docker. Alors évidemment, si vous voulez poursuivre, il va falloir que vous installiez Docker sur votre machine. Alors pour l'installer, rien de plus simple, vous allez simplement sur Google, vous recherchez Docker Desktop, vous l'installez, et ensuite pour faire tourner un container Linux, ce qu'on va faire nous ici, il va falloir probablement que vous activiez Hyper-V sur votre machine. Mais ça, pareil, je vous laisse regarder, c'est pas compliqué non plus. Alors l'une des raisons pour laquelle on va containeriser notre application, c'est parce que plus tard, on communiquera avec par exemple des bases de données et d'autres services externes. Et donc pour éviter de devoir configurer en fait tout l'environnement sur votre machine, on va donc containeriser. Et comme ça, par exemple, quand vous en aurez plus besoin, il suffira de supprimer le container et c'est tout. Ça va pas polluer votre ordinateur et ce genre de choses. Et puis c'est plus simple et plus flexible de le faire comme ça, même pour après au niveau des déploiements, etc. Puisqu'on verra ça aussi, on couvrira aussi le déploiement de notre application, on couvrira aussi tout ce qui est pipeline d'intégration, etc. Et donc du coup, autant partir sur de bonnes bases directement. Alors du coup, pour containeriser notre application, il va falloir qu'on ajoute un Dockerfile à notre projet. Alors ce qui est bien ici, c'est que Visual Studio va nous faciliter les choses pour créer notre Dockerfile, créer le profile adéquat, etc. Et de pouvoir lier le processus de Visual Studio à notre container Docker pour pouvoir débugger, lancer l'application, etc. Donc pour ça, on va cliquer droit sur azerotheros.api, on va aller dans Add, et on va ajouter ici Docker Support. Et donc ici, on nous demande quel OS on va faire tourner. Et donc dans notre cas, on va choisir Linux. Et donc on peut voir qu'ici, il nous a créé un Dockerfile et un Docker Ignore. Donc ici dans le fichier Dockerfile, c'est assez simple. Je vais ici vous expliquer rapidement ce qu'on fait dans ce fichier. On va récupérer l'image depuis le magasin Docker, parce qu'en fait sur Docker, on peut publier des images. Et donc ici Microsoft a publié la sienne. Et donc en l'occurrence, on récupère l'image ASP.NET 7.0. On dit qu'on va travailler sur le directory app. On va exposer le port 80 et le port 443. Donc le port 80 ici c'est pour l'HTTP et le 443 c'est pour l'HTTPS. Ensuite ici on dit qu'on va travailler dans le dossier SRC et qu'on va copier donc le CS proche de notre ordinateur vers ce dossier-ci dans le container Docker. Ensuite on fait un restore, on copie tout ce qui a été généré et ensuite on run un .NET build. Ensuite on fait un publish. Et ensuite, on vient ici définir l'entry point, qui est en fait azerotheros.api.dl. Et donc du coup, voilà, il nous a créé un Dockerfile, un Docker Ignore, et il a aussi configuré le launchsetting.json. On voit ici qu'il a rajouté un nouveau profil Docker, avec ici la command name Docker. On dit ici qu'on va le lancer dans un navigateur. Ici, ça veut dire qu'au démarrage, il va lancer ici
sur Weather Forecast. Et donc ici, Publish All Ports, ça veut dire que là, il va ici mapper tous les ports qu'on a exposés dans notre image Docker, donc à ce niveau-ci, 80 et 443. Et donc, il va simplement les mapper vers des ports contenus dans notre container. Et donc, on va simplement ajouter un nouveau paramètre ici, qui est Use SSL, pour dire d'utiliser en fait l'HTTPS. On va sauvegarder ça et lancer via notre container Docker. Donc ici, on est bien sur le profil Docker. Donc là, l'application est démarrée et on voit ici, au niveau de Visual Studio, qu'on a une nouvelle fenêtre où on peut gérer nos containers à partir d'ici. Donc on voit ici toutes les variables d'environnement qui sont passées par défaut dans notre container azeroth-heroes.api. On peut ici le stopper, on peut le supprimer, etc. Donc on peut gérer pas mal de choses par ici. Sinon, on peut le gérer directement depuis Docker Desktop. D'ailleurs, ici, on peut voir qu'on a bien les ports mappés, donc le 32.770 sur le 443 et le 32.771 sur le port 80. Donc, ce qui veut dire que si on veut accéder à l'HTTPS, il va falloir passer par ce port 32.770. Et si on veut passer en HTTP, il va falloir passer par le port 32.771. Donc du coup, en lançant l'application, il m'a lancé aussi mon navigateur. Et donc on peut voir qu'on est sur 32.770, pointant vers le port HTTPS 443. Et donc on peut voir que tout fonctionne bien. Donc là, il faut bien se rendre compte que l'application ne tourne pas directement sur notre ordinateur, mais elle tourne à l'intérieur du container Docker dans un OS Linux. Et on pointe dessus par l'intermédiaire du port mappé, ici qui est le 32.770, pointant vers le port 443 dans notre container. Donc ça étant correctement configuré et fonctionnel, on va pouvoir passer à la suite. Alors ici, au niveau de la solution, on va préparer ça correctement, parce qu'ici on a directement, à la racine de la solution, on a directement le projet .api. Et donc lorsqu'on ajoutera nos tests unitaires par la suite, ça se retrouvera aussi à la racine, et donc ça va mélanger un peu tout ça, et ça va être compliqué à maintenir et à gérer. Donc, on va séparer ça simplement dans deux dossiers différents, SRC et test. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va ajouter ici New Solution Folder, on va ici faire SRC et on va déplacer azeroth-heroes.api dedans. On peut directement ajouter une nouvelle Solution Folder, on va appeler ici test et on mettra plus tard nos projets de tests unitaires à l'intérieur. Alors on ne peut pas se contenter de ça, il va falloir aussi le modifier au niveau de nos fichiers directement, parce que, à savoir que les solution folders ne vont pas créer ici un vrai dossier physiquement sur notre disque. Donc on va devoir le faire nous-mêmes. Donc on va se rendre à l'endroit où ma solution est créée, c'est-à-dire ici dans Documents, Vidéo YouTube, Project API Azeroth-Heroes. Et de la même manière, on va créer un nouveau dossier ici, qu'on va appeler SRC, et un nouveau dossier ici qu'on va appeler Test. Et on va déplacer azeroth-heroes.api à l'intérieur de SRC. Ensuite, on va devoir modifier azeroth-heroes.sln avec un éditeur de texte. Donc par exemple, moi dans mon cas, je vais prendre Visual Studio Code. Et donc on va simplement devoir ajouter à ce niveau-ci src / azeroth-heroes.api. Et donc maintenant, je fais un CTRL S, je sauvegarde, et je peux fermer Visual Studio Code. Et donc ici, on peut voir qu'il a détecté un changement de fichier, et donc du coup, on va simplement faire reload. Donc ici, notre projet a bien été chargé correctement. Et donc du coup, un dernier petit changement à faire, c'est au niveau du Dockerfile. Ici, au niveau de la copie, on doit ici rajouter, adapter le chemin vers lequel se trouve notre azeroth.api.csproj. Donc maintenant, on peut run pour voir que tout fonctionne bien. Et ici, donc on peut voir qu'on atterrit toujours bien au même niveau. Alors, on peut voir qu'ici, le port HTTPS, le binding du port a changé. Parce qu'en fait, ce qui se passe, au niveau du launchsetting.json, on dit ici publish all port, et donc la description c'est publish all exposed port to random port in Docker. Donc du coup, ça va le faire de manière aléatoire. Et donc, c'est un peu contraignant de pas savoir en fait sur quel port on veut pointer. Si on a des configurations, par exemple, d'un front qui va venir consommer l'API, on peut pas se permettre que les ports changent comme ça régulièrement. Donc du coup, on va spécifier un port qui ne changera plus. Donc ici, on va simplement rajouter un paramètre qui est SSL port, et on va par exemple mettre le 8080. De la même manière, on peut ici rajouter HTTP port, et on va définir ici 8080. Et donc si je relance mon container Docker, cette fois-ci, on arrive bien sur le 8081. Alors maintenant qu'on a fini de configurer notre structure de fichiers et qu'on a configuré nos launch settings, notre Dockerfile, etc., on va pouvoir maintenant ajouter un Swagger à notre API. Alors, l'ajout du Swagger va nous permettre d'avoir une documentation
de notre API et de pouvoir l'utiliser, de pouvoir consommer notre API à travers notre Swagger. Donc pour commencer, on va ajouter un nouveau projet de type ici DLL, donc class library, next, et donc ici on va l'appeler azeroth_heroes.engine. Et donc on choisit la localisation dans src, et donc ici simplement create. On va supprimer la classe ici qui nous est générée de base. Et donc pour commencer, on va rajouter les packages nuggets qui sont nécessaires pour notre Swagger. Donc on va se rendre ici dans Browse et on va rechercher ici swashbuckle.aspnetcore. Ici, donc on va installer. Ensuite, il nous faut aussi le swashbuckle.aspnetcore.annotation. Il nous faudra aussi celui-ci. Et pour terminer, celui-ci. Alors ici, on va faire en sorte que notre API elle puisse être versionnée. Et donc du coup, on va devoir configurer aussi notre Swagger pour qu'il soit aussi versionné. Donc dans Engine, on va ici ajouter un nouveau folder qu'on va appeler Swagger. Et à l'intérieur de ce Swagger, on va créer une nouvelle classe qui va être ici configure Swagger Options. On peut ici passer la classe en public. Et on va faire implémenter notre classe de iConfigureOption. Et donc iConfigureOption prend ici un paramètre générique. Et ce paramètre, dans notre cas, ce sera Swagger Gen Options. Et ensuite, on va implémenter l'interface qui est ici configure. Donc cette classe va nous servir en fait à définir des options custom pour notre Swagger. Et donc, lorsqu'on ajoutera notre Swagger à nos services, on pourra lui dire d'appeler ces options ici qu'on va définir à la place des options de base. Et donc ici, pour gérer le versionning dans nos configurations, on va avoir besoin d'un autre package qui va nous permettre de faciliter les choses. Donc, on peut de nouveau se rendre dans les packages nuggets. Et ici, on va rechercher asp.versionning. Et donc, on va voir un petit peu ce qu'on a ici. Donc, nous, on va avoir besoin de abstraction. On va avoir besoin d'HTTP. On va avoir besoin de MVC et de MVC.API Explorer. Donc, ensuite, on peut retourner dans Configure Swagger Option. Et dans notre constructeur, ici, on va ajouter un API version description provider. Et donc, on va l'assigner ici. Et donc, du coup, ici, ça va nous servir en fait à récupérer toutes les descriptions de nos versions d'API. Puisque pour une version donnée, on peut avoir une description. Et dans la description, on peut avoir plusieurs informations qui sont très utiles. Et donc, dans notre fonction configure, on va ici faire un for each. Et donc, on aura ici une description. Et on va boucler sur quoi? Sur notre provider.API version description. Ensuite, on va aller dans nos options. On reçoit ici de la fonction configure. Et ensuite, on a une fonction qui est SwaggerDoc qui va nous permettre d'ajouter une documentation par version d'API. Donc ici, description.groupName, puisque là, on nous demande le nom. Et ici, on nous demande une info, une Open API info. Donc, pour le moment, on l'a pas. Donc, on va créer une fonction qui va nous permettre de retourner une Open API info par description. Donc, private static, qui va retourner une Open API info. Et on va l'appeler ici, par exemple, create info for API version. Et donc, on va recevoir en paramètre une API version description. Donc, on va appeler ici description. Donc, ici, on va créer un texte. Donc, on va le faire dans un string builder parce que, en fonction de si l'API elle est dépréciée, etc., on va pouvoir rajouter du texte supplémentaire. Et donc, ici, on va simplement ajouter pour le moment un exemple d'application Swagger. Ensuite, on va créer notre info, donc new open API info. On va ici lui donner version, qui est en fait contenue dans description.API version. Et donc, on va faire un toString. On va ici donner un titre. Par défaut, ce sera API. On va donner une description, une application avec Swagger. Et par exemple, on pourrait ajouter des contacts. Et donc, on peut faire new Open API Contact. Donc, on pourrait par exemple mettre un nom ou par exemple un email. Ensuite, on peut vérifier si la version de l'API elle est dépréciée. Si c'est le cas, on pourra faire un text.append et mettre par exemple cette API, cette version d'API est dépréciée. Ensuite, on peut faire info.description est égal à text.toString. Et ici, retourner notre info. Maintenant, on va pouvoir ici l'appeler à ce niveau-là et lui passer notre description. Donc maintenant que ça c'est fait, on peut ici ajouter au niveau du Swagger, on peut donc ajouter une nouvelle classe,
On va appeler ici Swagger configuration. Il sera public, statique, puisque du coup ça va être une méthode d'extension à eService Collection. Et donc ici, on peut faire un public, statique eService Collection. On va appeler add custom swagger, qui s'étend à eService Collection. Donc on va commencer par ajouter add endpoint API Explorer. Ensuite, on va ajouter ici add transient. On va ajouter le service eConfigure options. En passant ici en paramètre générique SwaggerGen options. Et l'implémentation, ça va être la classe qu'on a créée juste avant, qui est configure Swagger option. Donc ici, on dit simplement que pour le service eConfigure option, avec comme paramètre générique SwaggerGen options, on lui fournit cette implémentation-ci. Donc par défaut, il y a une autre implémentation par Swagger, mais nous, on vient l'overrider pour pouvoir ajouter nos configurations custom. Ensuite, on va faire un service.add SwaggerGen, en passant ici une lambda, options. Donc ici, l'ajout de ce service va nous permettre en fait d'ajouter tous les services pour que notre Swagger fonctionne correctement. Et ensuite, on va simplement rajouter au niveau des options un point resolve conflicting action. Et donc, on va simplement dire, voilà, s'il y a des conflits avec des API description, eh bien, on prend simplement le premier. Et enfin, dans les options, on vient simplement dire enable annotation, qui va venir simplement ici activer les annotations. Et donc du coup en fait les attributs qu'on pourrait mettre sur nos actions. Alors ensuite on va ajouter une autre petite configuration. Donc ici on va configurer Swagger Generator Options. Et donc ici ça prend une lambda. Donc on va mettre ici O pour option. .infer security. Et donc ici on va le passer à faux. En fait ce que fait cette ligne c'est simplement de dire que les schémas de sécurité ne seront pas générés automatiquement lors de la génération de la documentation et on devra le faire manuellement. C'est-à-dire que quand on ajoutera par exemple une sécurité par JWT token par exemple, eh bien on ajoutera manuellement que l'API est sécurisé par JWT par exemple. Et donc on lui laisse pas la main automatiquement, on le fait manuellement. Et donc ici c'est terminé, on peut faire un return service. Ensuite on va devoir créer une nouvelle fonction. Static eApplication Builder, donc cette fois-ci ça va renvoyer un eApplication Builder et on va faire un use custom Swagger parce que donc ici on vient simplement ajouter les bons services, configurer les bons services, etc. Et ici on va venir utiliser ce qu'on a besoin. Et donc pour ça c'est plus sur les eService Collection mais c'est sur le Web Application qu'on va venir s'étendre. Et donc on va simplement faire un app.use Swagger et ensuite app.use Swagger UI. Donc on a aussi des configurations à faire au niveau du Swagger UI. Donc on va ici passer une lambda. Donc on reçoit ici en paramètres les options Swagger UI Options. Et donc pour commencer, on va récupérer les descriptions en faisant app.describe API versions. Ensuite, on va boucler sur les descriptions. Et donc on va construire nos URL sur base de nos descriptions. Et donc on peut simplement dire ici que ce sera Swagger slash, et donc ici ce sera description.groupname slash swagger.json. Donc du coup pour avoir le swagger.json d'une description en particulier, et bien du coup on passera par cette URL. Et donc il y aura le groupe name ici qui changera. Ensuite on va définir le nom en faisant simplement un description.groupname.toUpper variant. Et ensuite dans nos options, on va définir ici Swagger Endpoint, URL, name. Et ensuite ici, on peut faire un return de app. Alors il nous reste une dernière classe à créer qui va nous permettre en fait de gérer le versionning de notre API. Jusqu'à présent, on a configuré ceci pour le Swagger. Maintenant, on va configurer pour notre API. Donc on va ici ajouter une nouvelle classe qu'on va appeler API versionning extensions, qui sera public statique. De ce que ça va être ici, des méthodes d'extension, public statique, void, add, custom, versionning. Donc on vient étendre eService collection, service. Ensuite on va faire service.add API versionning. Donc ici c'est une fonction qui va nous permettre d'ajouter tous les services nécessaires pour pouvoir gérer le versionning. Et donc si on va voir un petit peu ce que fait cette fonction en faisant F12 dessus, on peut voir que c'est une méthode d'extension de eService Collection. Et ensuite, on a une fonction add API versionning. Et donc, ça vient ajouter
tous les services nécessaires pour pouvoir gérer le versionning correctement. Et donc de la même manière ici, ça prend une lambda pour pouvoir configurer les services. Donc on reçoit ici une API Versioning Options. Et donc on va ici faire un report API version en spécifiant true. Donc report API version en le mettant sur true, en fait au niveau du retour client, donc quand le client va faire un call, et bien du coup ça va simplement renvoyer des informations sur la version qu'il utilise. Ensuite on va faire un options.assume default version when unspecified. Donc on va la mettre sur true, qui va nous permettre ici en fait d'accepter qu'on ne définisse pas de version par défaut. Et donc on va devoir lui spécifier ici quelle sera la version par défaut si on ne le spécifie pas. Donc on va le faire ici avec options.default API version. Et donc on va faire un new API version et on va le mettre ici sur la version 1. Et donc ici on va définir maintenant à partir d'où on va récupérer les informations de la version de l'API. Et donc ici, concrètement, on va stocker en fait ces informations-là dans le header. Et donc pour ça, on va faire un options.API version reader. Donc là, on va configurer un API version reader et on va ici faire un API version reader.combine. Et ensuite, on va faire un new header API version reader. Et donc, on va lui fournir la clé ici qui est API version. Donc ça, ce sera la clé qu'on aura dans le header. Et ensuite, en deuxième paramètre, on va faire ici un new URL segment API version reader. Et donc ici, en mettant new URL segment API version reader, ça veut dire qu'on va autoriser de spécifier la version dans l'URL lors des calls HTTP. Donc ensuite, on va ajouter un add API explorer. Et donc, on va devoir lui fournir aussi des options. Donc la première option, ça va être le group name format. Et là, on va simplement spécifier quel va être le format de la version qu'on va demander. Et donc, dans notre cas, on va devoir commencer par la lettre V et ensuite une version. Donc V1, V2, V3, etc. Et enfin, on va ajouter ici un option.substitute API version in URL sur true. Et donc, ce paramètre très important va nous permettre de substituer la version de l'API dans nos routes, parce que du coup, évidemment, nos routes d'API, elles vont devoir spécifier aussi une version d'API. Et donc ici, on va terminer par un add MVC qui va ici nous ajouter tous les services nécessaires au bon fonctionnement de notre API. Et bien maintenant qu'on a terminé la configuration du Swagger et de notre API pour gérer le versionning, on va maintenant appeler tout ça au niveau de notre API. Donc au niveau de la dépendance projet, on va d'abord référencer à zero.engine. On va ajouter au niveau du builder, au niveau donc, des services, .add custom Swagger. Bon, qu'il ne le trouve pas automatiquement, donc on va aller faire un using de ceci. Voilà, comme ceci. Donc ici, on vient ajouter nos services définis ici dans add custom Swagger et nos configurations. Ensuite, on va faire un builder.service.add custom versioning. Ensuite, une fois que notre app est buildée, on va pouvoir faire un app.use custom Swagger. Et maintenant, on va pouvoir run tout ça et voir un petit peu ce qui se passe. Donc ici, on arrive toujours sur localhost 8081/weather forecast. Et donc maintenant, si on veut se rendre sur notre Swagger, eh bien, il suffit ici d'ajouter Swagger. Et ici, on arrive bien sur notre Swagger. Et donc ici, on voit que la définition, elle est sur V1 parce qu'on avait défini une valeur par défaut quand ce n'est pas spécifié. Donc ici, on voit qu'on a une valeur qui est V1. On voit qu'on est sur l'API, donc version 1. On voit que pour accéder à la définition de notre Swagger, eh bien on a swagger/v1/swagger.json. On a ici notre description qu'on avait ajoutée tout à l'heure. Et on a maintenant, pour Azeroth heroes.api, on a un endpoint en get qui est weather forecast ici, qui ne prend pas de paramètres et qui return ce type d'objet-ci. Et donc, si on exécute ce call, on peut voir qu'on obtient bien ici le résultat attendu. Et donc, si on exécute, eh bien, on a à chaque fois des valeurs aléatoires. Alors, on pourrait ici changer pour accéder directement sur notre Swagger quand on démarre l'application. Et donc, ça, on peut le faire au niveau du Launch Settings. Ici, dans notre profil Docker, au lieu d'aller sur Weather Forecast, on va aller ici sur Swagger.
Et donc maintenant, si je lance, on arrive directement sur notre Swagger. Et bien voilà, ça sera tout pour cette vidéo. On a vu pas mal de choses déjà. On a vu comment créer notre projet API à zerotheroes.api. On a parcouru les fichiers générés par défaut lorsqu'on crée un projet API. On a vu comment configurer ici les différents profils de démarrage de notre application. On a vu comment ajouter un Dockerfile à notre projet et de le démarrer dans un container Docker. On a vu comment mapper des ports spécifiques à notre container. On a vu comment ajouter un Swagger configuré pour le versionning à notre application. On a vu comment override les configurations de base de Swagger grâce ici à l'implémentation de eConfigureOptions. Et on a vu comment configurer notre API pour qu'elle accepte le versionning. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à rejoindre mon serveur Discord. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner, partager la vidéo. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.